L'imaginaire des ports, ça a été travaillé de manière extraordinaire par les écrivains, les cinéastes, les peintres, les photographes, dès le 19e siècle, mais bien entendu, au 20e siècle, ça joue un rôle majeur. C'est évidemment toute cette histoire industrielle aussi, la fumée des usines, le bruit des chantiers navals, le va-et-vient des bateaux, les dockers qui déchargent, etc. Aujourd'hui, ça a pris une forme différente. Il y a un autre imaginaire, c'est celui des grands porte-conteneurs qui traversent l'océan Indien, le canal de Suez, qui viennent en Méditerranée, etc. et décharger les conteneurs. C'est quelque chose de plus froid, de plus distancié, et en même temps, ça produit des effets très très importants sur les territoires dont, je dirais, chacun doit s'emparer. C'est l'image de la mondialisation. C'est ça, symboliquement, l'imaginaire portuaire d'aujourd'hui, celui du XXIe siècle. Moi, j'ai toujours coutume de dire ce que fait ce travail d'imaginaire, ça a comme un parfum d'enfance. Ces grands paquebots qui quittaient, auxquels les gens adressaient un dernier regard ou secouaient leur mouchoir, etc. C'est un fabuleux élément encore une fois, de cohésion, de rencontre, de mémoire collective, de partage. Ensuite, ce que l'artiste fait, c'est qu'il fait une sorte de métaphore de ces espaces. Il ne décrit pas tels qu'ils sont, même le cinéma de fiction, évidemment, transforme. Donc, et il y a dans cette métaphore quelque chose de profondément humain. Comment la mémoire, par exemple, efface certains détails, en valorise d'autres. On voit bien comment l'image de Marseille, dans les années 30, par exemple, ou même au 19e siècle, évidemment, est largement mythifié par rapport à ce qu'est devenu, par exemple, aujourd'hui, le port de la Joliette, le quartier de la Joliette. Mais même ce qu'on fait aujourd'hui, avec les nouveaux bâtiments, avec l'architecture, va petit à petit se transformer dans la mémoire collective, un peu comme si ça avait toujours été là. C'est un peu ça. Et donc les artistes font un travail extraordinaire qui est de rendre sensible, de manière métaphorique, toutes ces évolutions, de les rendre en fait aussi appropriables par les gens, de les rendre parfois acceptables lorsque c'est quelque chose qui dérange. N'oublions pas quand même qu'un port, c'est du bruit, c'est des odeurs, c'est des mouvements, c'est des conflits, c'est des confrontations entre différents mondes, et en tant que tel, c'est un peu déstabilisant. Donc il faut ce travail de décantation que les artistes produisent. La photographie rend très très bien compte de cette logique, de cette démarche. On a des travaux magnifiques de Moholy Nagy, par exemple, sur Marseille, de Bérénice Ebbot sur New York, de Gabriele Basilico sur Gênes ou Naples. Voilà, pour vous donner quelques exemples d'artistes qui ont travaillé sur cette lecture, en quelque sorte, des villes portuaires. Ma référence de conclusion, c'était ce que dit l'écrivain créole Patrick Chamoiseau, qui dit que nous habitons tous un imaginaire, c'est celui qui est en nous. Donc cette idée de l'imaginaire portuaire, c'est de réveiller, peut-être chez les Marseillais, chez d'autres, ce qui a fait l'histoire de ce port, qui est présent en eux, à travers leur histoire, etc., mais qui ne se manifeste pas forcément toujours. À parler de l'imaginaire des ports, c'est la raison pour laquelle, sachant ça, j'ai balayé tous les films que j'avais qui concernaient, tous les exemples que j'avais qui concernaient les ports. Mais d'une certaine manière, on travaille la même matière. Quand il montre des photos de Moholy Nagy qui parlent de Marseille, d'une certaine manière, il fait la même chose que moi quand je vous montre du Spielberg. C'est-à-dire qu'il cherche à voir comment un artiste a regardé une ville, là c'est Marseille, ou bien comment un peintre a pu marquer, par exemple, marquer M-A-R-Q-E-T, le peintre, a pu peindre tel ou tel port ou telle représentation de la vie portuaire. D'une certaine manière, il parle de cet imaginaire artistique comme moi j'ai essayé de le faire sur le cinéma. Depuis les débuts du cinéma, commençons par les Frères Lumière, le cinéma s'est préoccupé des transports. De toute façon, il faut se dire une chose, c'est que le cinéma apparaît au moment où les villes sont en train de devenir
des métropoles, qu'elles sont en train de s'agrandir de plus en plus. Si vous prenez les Frères Lumière, ils ont à la fois filmé dans les rues de Paris, ils ont filmé la sortie des usines, mais ils ont aussi filmé l'entrée du train en gare de La Ciotat, qui est quand même un des premiers films qui a été montré. C'était un transport en commun qui arrivait dans une gare. Et puis, ils ont envoyé des opérateurs à travers tout le monde pour filmer sur la Tamise, pour filmer à Venise, pour filmer effectivement des canaux, des trains. Ils étaient très préoccupés de la façon dont effectivement des objets pouvaient être en mouvement. C'est aussi ça, le lien, effectivement. C'est comment ce qui peut bouger peut être pris par la caméra. Et dès les débuts du cinéma, il y a cette préoccupation. Je travaille sur la lecture des images et c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé de venir parler de la représentation des images de ville, de transport, de connectivité qui justement font l'objet de ce colloque aujourd'hui à Marseille. Donc moi, ce que je me suis dit, n'étant pas spécialiste de géographie ni d'économie, je me suis dit que j'allais parler depuis le monde du cinéma. Et pour ce faire, je me suis intéressée à une période précise, c'est la fin des années 90 et la première décennie du XXIe siècle, où des cinéastes ont pris acte de la façon dont les transports, les routes, les villes changeaient. Et en particulier, donc, comment les villes s'étalaient de telle manière qu'il est impossible de savoir où elles s'arrêtaient, où la campagne commençait. Et cette liquidité, cet urbain généralisé dont on a parlé dans le colloque, on le voit dans certains films. Donc, j'ai pensé à des films de Jim Jarmusch, de Spielberg, mais aussi du grand cinéaste chinois Jia Zhangke, qui est quelqu'un qui observe avec une très grande acuité les transformations de son pays, la Chine. Il a fait des documentaires, et justement, je voulais montrer un extrait de I Wish I Knew, qui sont des histoires de Shanghai, où il compare la rivière qui traverse Shanghai en 99 et en 2009. Je voulais aussi montrer des moments dans lesquels on voyait des personnages traverser des paysages hautement contemporains, c'est-à-dire, par exemple, l'itinéraire entre l'aéroport de Madrid et le centre de Madrid, où on voit sans arrêt que ça change et sans jamais voir de délimitation, pour montrer justement comment les cinéastes peuvent s'intéresser à ce monde autour d'eux, cet ordinaire du monde que Stanley Cavell, le philosophe américain, nous a appris à être constitutif du cinéma. Le cinéma est un art qui s'intéresse à ces questions du banal, du quotidien, de l'ordinaire, et qui nous les donne à voir autrement. Et ces cinéastes, mais aussi des vidéastes, mais aussi, je me suis aussi penchée sur les séries, permettent de voir comment, là maintenant, depuis quelques années, les gens qui prennent des images, qui racontent des fictions, se servent de la modification du monde pour à la fois nous obliger à la voir différemment et parfois même à l'anticiper. Quand ce sont des grands artistes, comme par exemple Spielberg ou Jia Zhangke dont je parlais, ce sont des gens qui se préoccupent du réel tel qu'il existe et qui essaient de nous le donner à voir. Mais ils l'inscrivent dans une fiction, ils l'inscrivent dans un projet artistique, c'est-à-dire que ce n'est pas le réel brut, comme si l'image n'existait pas et comme si c'était juste le réel. Non, ils savent très bien que l'image est une construction, donc ils vont justement se servir à la fois d'une vraie réflexion sur ce qu'est aujourd'hui le réel, quitte à se faire aider par des savants, des scientifiques, des chercheurs pour comprendre ce qu'est le réel aujourd'hui, et ils le transfigurent à travers leur projet artistique.